Bonjour à tous. Alors, je viens vous présenter aujourd'hui les éditions Akasha, dont je suis la fondatrice. Il s'agit du premier livre sonore papier numérique, du premier livre sonore numérique et papier, qui permet donc de raconter, transmettre vos histoires de vie, mais également vos contenus en tant qu'éditeur, de manière originale, sensorielle et vivante. Je vais tout d'abord... Alors, comment on va sur suivant ? C'est là, voilà. M'attarder très rapidement sur l'offre papier qui vient de remporter le prix de l'innovation dans le cadre du prix de la Nuit du Livre dans la catégorie nouveau format, puisqu'il s'agit du premier livre sonore qui permet d'avoir directement le son en tournant les pages. On connaît tous ici les imagiers pour enfants avec les grosses pages cartonnées et les systèmes à puces. Là, on est vraiment dans un objet différent où c'est vraiment du beau grammage, un beau papier. Et comme vous pouvez le voir sur le support, on a vraiment le son intégré directement dessus, sur la tranche basse avec les haut-parleurs. Et on peut brancher ses écouteurs aussi. Vous avez sur le côté droit des petits boutons pour changer les pistes, descendre et monter le volume, et il y a un petit écran sur lequel vous référez pour voir la piste en cours d'écoute. Donc c'est très simple d'utilisation, tout le monde y arrive. Mais dans le cas évidemment des assis, je ne vais pas trop m'attarder sur le support papier, mais plus sur le support numérique. Donc on a créé un écosystème dédié avec un éditeur en ligne. Si la régie est d'accord pour appuyer, s'il vous plaît, sur « cliquez ici ». Et cet écosystème, en fait, vous allez voir, c'est un système de liseuse où quand on tourne les pages, on a le son qui s'enclenche. Bon, je vais continuer en attendant que ça se mette en place. Donc vous avez en fait comme un vrai livre. Et, voilà, vous avez sur la flèche grise. Voilà. Donc là, dans le cadre de la présentation, j'ai coupé le son, mais il faut imaginer, évidemment, vous avez là le bruit du village du brise-glace, des explorateurs polaires qui vous racontent un voyage. Vous avez les... Voilà, je vous invite à aller sur le site Akasha après. Ah bah, il y a le son. Vous pouvez aller sur le site Akasha, vous pouvez avoir la liseuse en ligne pour avoir des exemples après la présentation. Et merci de revenir du coup sur le PDF, s'il vous plaît, et la slide suivante. Donc l'éditeur, on a créé donc un éditeur en ligne qui permet de créer ces livres sonores. Donc oui, merci. Donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne en fait comme un album photo classique, sauf qu'on a rajouté la dimension sonore. Donc il y a la dimension, hop, j'ai entouré en rouge le petit onglet son. Vous pouvez directement charger vos pistes dessus. Tous les formats seront connus. Et vous pouvez aussi vous enregistrer directement en ligne en appuyant sur le bouton REC. Vous parlez devant l'ordinateur et ça enregistre automatiquement. Et on met aussi à disposition de nos clients une bibliothèque de son libre de droit qui permet donc de enrichir son récit au fur et à mesure. Évidemment, en tant qu'éditeur ici, je pense que vous venez directement avec vos contenus déjà prêts et vous pouvez directement les glisser sur la maquette, sur le petit pictogramme numéroté, sur la page, et ça le transforme en pictogramme numéroté automatiquement. Et surtout, vous avez le mode aperçu qui vous permet en fait, alors là c'est pas connecté, mais un peu comme sur la liseuse que j'avais vue avant, vous tournez les pages et vous avez le son. Donc vous avez vraiment un exemple, une pré-visualisation du livre que vous êtes en train de créer. Donc le résultat, c'est qu'on a évidemment un livre sonore numérique, on a un lien HTTP qu'on peut partager à ses clients. Évidemment, on peut le mettre avec un mot de passe ou autre pour le protéger quand on est éditeur. Et on peut aussi, nous, en tant qu'éditeur, venir vous l'intégrer directement sur votre site si vous avez besoin. Et évidemment, on peut aussi demander la version papier si on le souhaite. On peut imaginer des offres complémentaires, papier et numérique. J'ai fait un exemple de monographie ici. Bien évidemment, c'est un spécimen. On pourrait imaginer un livre sur Henri Cartier-Bresson et le photographe qui commente de page en page ces photos avec éventuellement un habillage sonore, des historiens de l'art, que sais-je. Dans le cas de la présentation courte, ici, je n'ai pas mis plus d'exemples. Évidemment, on peut imaginer un tas d'usages à ce type de support. On a 3 formules. On propose une formule éditeur où en fait, l'éditeur peut venir créer tout seul en ligne son livre. On a une formule atelier où on se déplace en entreprise pour co-créer ensemble le livre et former les équipes. Et une formule sur mesure où on peut faire tout sur mesure pour les éditeurs qui le souhaitent. Donc la force ici, c'est vraiment de combiner l'audio et le visuel. C'est-à-dire que souvent, on a des livres audio, mais qui sont que audio. Ici, c'est vraiment de pouvoir proposer une interaction où on sollicite à la fois le regard, l'ouïe, et
pour vous, éditeurs, l'avantage, c'est vraiment de proposer une nouvelle expérience immersive, sensorielle, enrichie à vos lecteurs, de valoriser vos contenus visuels et ou sonores de manière inédite, de profiter d'une plateforme collaborative aussi, où vous pouvez tout créer ensemble, donc ça facilite la création et la publication de vos contenus. On peut aussi imaginer du coup réinventer certains usages du livre, je pense par exemple au livre CD, puisqu'on sait tous aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus de chaîne IFI pour lire le CD, donc on pourrait imaginer une diffusion en librairie avec un double usage numérique et papier par exemple. On peut imaginer aussi créer de nouvelles offres, donc des opportunités de marché. Et puis bien entendu, dans le cadre du thème du jour, rendre accessibles aussi les livres pour des personnes publics malvoyants ou autres. À savoir qu'on a beaucoup de projets dans le social, notamment avec Malakoff Humanisme, qui est notre partenaire, où on travaille beaucoup dans les associations avec des personnes en situation de handicap ou autres. Voilà, on commence à avoir pas mal de relais médias, ça commence à prendre, ça a été fondé en 2021. Voilà, je suis la fondatrice, vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Je ne vais pas pouvoir rester très longtemps juste après ma présentation, je m'en excuse, je suis sur un autre salon au même moment, mais n'hésitez pas, je vais rester une petite demi-heure si vous voulez qu'on se rencontre pour en parler. Et sinon, je reste à votre disposition pour échanger plus longuement ensuite. Merci. Bonjour à tous, donc moi je suis Samuel Petit, je fais partie maintenant du groupe Demarque. Alors Demarque je crois est assez connu ici, juste redire en un mot, c'est un distributeur de livres numériques mais pas que aussi, qui est actif dans l'éducation et notamment le marché des bibliothèques en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique. Et moi je vais vous parler de quelque chose, en fait ma présentation va rebondir sur beaucoup, mais alors beaucoup de choses qui ont été abordés ce matin, parce que je vais parler en fait de l'accessibilité des cas difficiles, et en fait je vais vous parler de la bande dessinée notamment. Alors voilà, donc très rapidement, ceux qui me connaissent m'ont connu comme cofondateur de l'entreprise Geocomics qui a été rachetée à l'été par Demarque. Geocomics intègre donc la suite Quantook et va devenir Comic Suite. Et je vais revenir en vraiment quelques secondes sur ce que j'avais présenté il y a 2 ans aux Assises du livre numérique, parce qu'en fait ça va servir de base à la présentation. Donc on développe un logiciel d'aide à la traduction de bande dessinée, et si ce logiciel a pu être possible, c'est parce qu'on développe aussi une intelligence artificielle depuis 10 ans avec l'Université de La Rochelle, qui est capable de analyser les contenus de bande dessinée et donc de, pour faire simple, géolocaliser tous les éléments dans la bande dessinée, les bulles, les cases, le texte, y compris quand il est manuscrit, les onomatopées. Et on a pu en faire un logiciel qui permet l'aide à la traduction au lettrage. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, donc ça, je passe tout de suite, si ça veut bien passer. Voilà. En fait, on va donc s'attaquer aux autres usages que notre intelligence artificielle permet, et on va donc parler un petit peu de ce qu'on peut faire pour rendre accessible la bande dessinée. Alors, le gros problème, c'est le passage à l'échelle industrielle. Vous le savez, la bande dessinée, c'est à peu près 5000 nouveautés par an. Il y a tout un fond, et vous l'avez entendu, la bande dessinée fait partie de l'exception qui, pour le moment, ne contraint pas les éditeurs à adapter les bandes dessinées. Il y a une sorte de limite d'infaisabilité, ça coûte trop cher, et puis même, on ne sait pas forcément dans quel sens, par quel bout prendre le problème. En fait, le problème qu'on a... Oula, il y a des petits problèmes de typographie qui ne sont pas passés, c'est pas grave. Donc, en fait, on a un devoir de précision, c'est-à-dire que l'intelligence qu'on développe doit être capable de détecter avec une grande fiabilité les éléments de bande dessinée. On peut se servir des intelligences artificielles du commerce, mais ce n'est pas suffisant. Et le travail qu'on fait, nous, depuis 10 ans, c'est justement, et c'est relié à cette problématique de précision, de compléter très largement ce qu'on peut faire quand, par exemple, on charge une planche de bande dessinée dans Google Vision. Il va aussi détecter des cases, du texte, mais il ne va pas forcément tout voir avec une certaine fiabilité. Et il faut qu'il y ait un contrôle qualité humain derrière. On en a parlé notamment pour la question de l'annotation des images. C'est exactement de ça dont il s'agit. Vous, en tant qu'éditeur, vous avez un besoin de fiabilité de restitution d'informations. Vous ne pouvez pas vous contenter de résultats approximatifs. Vous ne pouvez pas vous permettre
qu'une intelligence artificielle hallucine, puisque c'est le terme consacré, et dise n'importe quoi, quand bien même elle semblerait se rapprocher d'une interprétation réaliste ou probable c'est le bon mot, de ce qu'elle analyse. Ok, donc en fait, le problème c'est ça. Le problème c'est que la diversité de la bande dessinée, elle est considérable. Vous avez de l'aquarelle, de la ligne claire, des mangas, du noir et blanc, de la bande dessinée underground, etc. Et donc il a fallu qu'on développe, nous, une intelligence artificielle qui maintenant a beaucoup progressé depuis 2 ans que j'étais venu vous présenter les premiers résultats qui ont donc permis la commercialisation de ce logiciel d'aide à la traduction. Donc en gros, bon, désolé, il y a quelques problèmes de mise en page parce que il y a un petit problème typographique, mais c'est pas grave. Donc en fait, on est capable d'analyser les bulles, les cases, le texte dans les bulles, je l'ai dit tout à l'heure, les onomatopées, y compris quand c'est courbe, quand elles sont partiellement cachées. On a encore quelques difficultés, par exemple, pour le japonais, des katakana, les onomatopées japonaises, qui sont carrément derrière le personnage et entrecoupées. On travaille à l'extraction des émotions, on travaille à l'extraction du contexte, on détecte toutes les structures, webtoon, double page et compagnie, et voilà, donc on a beaucoup avancé. Et juste vous dire, c'est un travail qui est très particulier parce qu'en fait, du coup, Demarque, en rachetant l'entreprise que j'avais fondée, se dote donc d'un laboratoire commun avec l'Université de La Rochelle. Aujourd'hui, c'est quand même 4 personnes en permanence, donc c'est déjà presque on a un peu moins de 10 thèses. Il y a 35 articles scientifiques qui ont été publiés dans des revues internationales. On a été pionnier dans le domaine de l'analyse d'images de bande dessinée. On a des collaborations avec tous les pays du monde. Donc voilà, c'est une recherche et développement très très sérieuse. Et en fait, pour la bande dessinée, c'est ça un petit peu qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire rapidement, voire tout de suite, et des choses qui vont demander des sacrés challenges en termes de recherche et développement. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut restituer le texte, on peut le géolocaliser, et on peut l'adapter graphiquement. Alors, si je l'illustre un petit peu avec simplement des petites illustrations, vous pouvez imaginer que quelque chose qu'on peut mettre très rapidement en place, là, c'est tout de suite, c'est vraiment opérationnel d'un point de vue intelligence artificielle, c'est que si vous touchez une bulle, on peut, pour les publics empêchés, passer en text-to-speech et donc activer. C'est maintenant plus qu'une problématique de développement de moteur de lecture, mais en termes de technologie, la maturité, elle est déjà là. Et c'est OK aussi pour ce qui va être texte manuscrit, qui, vous le savez, n'est pas forcément évident, pour des raisons de reproduction, parce que je n'ai pas demandé l'autorisation, je n'ai pas montré là, ici, une image de Johann Sfar, mais pour ceux qui aiment la bande dessinée de Johann Sfar, vous savez que, par exemple, il a une écriture manuscrite extrêmement tremblotante. C'est pas facile à lire, on arrive à les lire. Le casse-à-casse qui est très décrié, ça fait 10 ans qu'on en parle, etc. Ceci étant dit, dans le contexte de l'accessibilité, c'est très utile. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire tout de suite. Et moi, je voulais vous parler un peu du futur, donc je voulais vous parler un petit peu de ce qui va être plus difficile. Et ce travail, on ne le fait pas tout seul dans notre coin, on le fait avec l'association Valentin Huy, qui a présenté un peu avant, et qui témoigne justement du fait que le public rajeunit. En fait, depuis l'avènement du livre numérique, il y a des jeunes gens qui maintenant viennent à l'association pour rechercher des livres, et la bande dessinée fait partie des premières demandes, voire peut-être même, Basile, tu confirmeras, mais presque la première demande qui n'est pas satisfaite. Et c'est évidemment un enjeu, puisque les enfants, ils veulent quoi ? Ils veulent partager leur lecture dans la cour d'école, et donc évidemment, partager la lecture d'une bande dessinée, c'est important. Alors je parlais d'écriture manuscrite, une chose qu'on pourrait faire très facilement, alors ça, je vous ai dit, c'est un aperçu du futur, donc c'est pas quelque chose qui est opérationnel. Ah oui, il y a vraiment des problèmes de typographie. Bon, ok, c'est pas grave, donc il faut imaginer que le texte était un petit peu mieux mis en page. Le PowerPoint, c'est pas adapté à l'ordinateur, c'est pas grave, mais grosso modo, ça rejoint un petit peu aussi ce que Marion a montré avec Moby 10. On peut, alors dans des choses plus simples que ce que font Moby 10, mais colorer les syllabes, on ne va pas aller aussi loin qu'eux, mais voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'on peut faire relativement automatiquement, puisque l'IA est capable de localiser la bulle de bande dessinée, elle est capable de restituer le texte, donc elle est capable de l'adapter, donc on est tout à fait capable, d'ici peu de temps, de proposer dans une expérience de lecture, de remplacer ou de superposer la bulle manuscrite par une bulle qui serait qui présenterait le texte en grand, pas en petit, comme ce qui est dans l'image ici, en grand, plus grand que l'écriture, plus lisible que l'écriture manuscrite,
et éventuellement adapté à des dyslexiques. Voilà. On peut faire des choses plus subtiles pour des gens qui ont des problématiques de compréhension de l'image et qui ont du mal à détacher ou à, par exemple, lire dans le bon ordre les choses quand il y a des ambiguïtés comme cette case-là, ou dont la bulle de droite est en fait, la grande bulle est la première bulle à lire, mais la bulle de gauche, elle dépasse légèrement en dessous, donc en fait c'est la deuxième bulle à lire, etc. Et donc en fait on peut très bien simplifier le dessin, et ça c'est possible parce que, en fait, on détecte le visage, on détecte la bulle, on détecte la forme de la bulle, je l'ai déjà redit, mais on détecte aussi le visage, on détecte le personnage, et on peut appliquer un effet graphique qui va venir en fait désaturer l'image et garder une saturation à l'endroit du visage. Comme on sait lire la bulle et qu'on sait déjà aujourd'hui connecter la bulle avec le visage, on est capable de faire cet effet graphique-là qui va permettre donc de mettre en avant un personnage et la bulle et d'affaiblir par exemple le reste de l'image. Quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire, si le text-to-speech de base est facile à activer, un text-to-speech avancé est beaucoup plus dur à faire. Alors là, je voulais vous montrer un exemple très problématique et très ambigu. C'est que là, on a un champ contre champ entre deux personnages et la bulle de gauche n'a pas de queue de bulle et elle n'est pas prononcée par le personnage féminin mais par le personnage masculin qui l'interpelle. Et donc ça, c'est un travail de recherche qu'on commence chez nous, qu'il s'agisse de reconnecter les bulles de bande dessinée au bon personnage, même quand il y a une ambiguïté graphique. Et ça, je peux vous le dire, c'est assez challenging en termes d'intelligence artificielle. En termes d'audio-description, on en a parlé. Voilà, en fait, ce qu'il faut faire, c'est déjà de pouvoir lire le texte. On est dans une bulle de contexte, donc peut-être pouvoir appliquer un ton neutre. Ce qu'il ne faut pas faire, on en a parlé, c'est d'avoir une description d'image vraiment morcelée, qui ne fait pas vraiment sens, en fait. Une terrasse de café, un homme assis, etc. Voilà. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir dire que c'est Daniel qui est pensif devant sa tasse de café, et éventuellement de dire qu'il est à Paris. On ne va peut-être pas dire qu'il est à Paris si on a déjà dit ça dans la case précédente. Et Daniel, on le sait, pourquoi ? Parce qu'on a détecté l'entité nommée, c'est le terme consacré, c'est-à-dire le nom dans la bulle au-dessus, et qu'on a pu faire la corrélation. Et c'est des choses sur lesquelles on travaille, il y a un doctorant qui travaille là-dessus. Ok, donc, oh là là, il y a vraiment des problèmes de... Bon, c'est pas grave. Toutes mes jolies mises en page sont un petit peu cassées. Bref, peu importe. En fait, la seule chose que je voulais dire par ce petit slide qui est juste avant le slide conclusif, c'est que en fait, on va être capable, chez DeMark, de très vite mettre en place des solutions de base pour la bande dessinée. Puis, vous l'avez compris, au fur et à mesure que la recherche va avancer, d'avancer toujours de plus en plus loin. Donc, c'est un travail qui est progressif, qui va se projeter sur le long terme, mais qui peut commencer dès maintenant. Et donc, ce qu'il faut peut-être anticiper, c'est qu'à un moment donné, il y aura peut-être à revoir l'exception l'exception dans laquelle la bande dessinée est inscrite pour l'Accessibility Act, parce que l'écosystème technique va donc permettre quand même de pouvoir apporter des solutions progressivement sur la bande dessinée. Et en fait, un peu en termes de conclusion, en fait, je voulais vous dire que c'est un champ de recherche qui est très vaste. Même si au sein de DeMark, on va pouvoir mettre des moyens dans cette recherche et développement, on n'est pas du tout contre des partenariats et des consortiums. Et donc, dans les différents sujets, et notamment celui de l'accessibilité, on a deux problématiques pour la bande dessinée qui est d'aller au-delà de la bande dessinée, donc sortir du cadre de la bande dessinée, puisque cette intelligence artificielle, pour le moment, elle est concentrée sur la bande dessinée, d'aller plus loin dans la bande dessinée. Et on est demandeur potentiellement de consortiums, à la fois pour accéder à des catalogues. On fait très attention, nous, quand on entraîne nos algorithmes, de ne pas faire n'importe quoi, donc on respecte le droit d'auteur, etc. On demande les autorisations quand on a, sinon... Donc on a peu entraîné sur des données d'œuvres commercialisées récemment. On a beaucoup entraîné sur des bases de données ouvertes. Donc on pourrait améliorer les algorithmes en accédant à vos contenus, chers éditeurs, mais on pourrait aussi monter des consortiums de R&D et chercher des financements, et notamment avancer sur les innovations qu'on peut faire pour rendre la bande dessinée ou le livre illustré ou l'annotation des images, parce qu'en fait, quand on annote, vous l'avez vu, une case de bande dessinée, ça recoupe énormément de problèmes d'annotation d'images.
Voilà, donc c'est un petit peu un appel hein, aussi. Et si vous avez des questions, écoutez, je suis disponible et je vous remercie pour votre attention. Voilà.